Eh bien bonjour tout le monde. Alors, on ne sait pas si on attend encore un petit peu de voir, parce qu'il y a encore beaucoup de monde dans le couloir, ou si on démarre maintenant. Mais on peut déjà commencer les présentations. Donc aujourd'hui, on va parler de design, principalement. Et en fait, vraiment les enjeux, les challenges du design, les défis qu'on va devoir relever entre web performance, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est des sujets d'actualité, l'accessibilité. Je ne sais pas quel profil on a dans la salle aujourd'hui, mais je pense que beaucoup d'e-commerçants notamment sont concernés par ces problématiques d'accessibilité aujourd'hui, et surtout d'éco-conception. On va voir en quoi l'éco-conception répond un petit peu à tous ces critères, quel est le cercle vertueux et qu'est-ce qui rassemble la performance, l'accessibilité et l'éco-conception. Alors, je te laisse te présenter en premier. Eh ben, enchanté à tous, je suis Fabrice Eterno, je suis responsable du pôle front à Data Solutions et je suis aussi référent en accessibilité. Voilà. Et Lucas Vallée, directeur de création. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de tous ces enjeux liés au digital et à l'impact environnemental, écologique, accessibilité et performance. Dans un premier temps, parlons un petit peu d'éco-conception, comment éviter les pièges et comment viser l'impact réel. C'est vrai que dans le milieu du digital, quand on parle d'éco-conception, c'est un phénomène un petit peu abstrait, puisque quand on pense digital, on pourrait se dire que c'est totalement dématérialisé et que ça n'a aucun impact sur notre planète. J'aurais pu également préciser en introduction que ni Fabrice ni moi sommes les Nicolas Hulot de l'environnement. On va simplement dresser un constat et voir les actions qu'on peut mener à l'échelle soit individuelle, soit à l'échelle de nos plateformes, soit justement à l'échelle des techniciens comme Fabrice et moi. Aujourd'hui, chaque clic, ça déclenche des actions, ça passe dans des câbles sous-marins, ça fait appel à des serveurs qui tournent 24 heures sur 24, qu'il faut pouvoir refroidir, donc grosse consommation d'eau, et aussi consommation d'électricité à travers tout le parc informatique qu'on a dans nos sociétés respectives. Le numérique n'est pas invisible, il est juste bien emballé. Qu'est-ce que ça représente? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà ces notions, mais on va dresser tout d'abord un premier constat pour essayer de se rendre compte un petit peu de l'impact que peut avoir le numérique d'un point de vue totalement concret. Donc ces 30 dernières années, on a multiplié presque par 200, 183 fois le poids des pages. Et sur les 10 dernières années, plus de 400% d'augmentation du poids. Donc on voit que c'est exponentiel, et c'est normal avec l'augmentation de la qualité des images, des vidéos, et des nombres d'assets, des cookies tiers, etc. Toutes les choses qu'on vient embarquer dans nos plateformes digitales. Pourtant, à l'échelle individuelle, ça peut sembler totalement dérisoire. Le site website Carbone, qui est un référent en termes de calculateur d'impact carbone, nous donne 0,8 g par page vue en moyenne. Alors pour vous donner une indication, 0,1, 0,2, on va être sur un site vraiment bien éco-conçu, avec un faible impact. Et des sites très mal conçus, on peut monter jusqu'à 4, 5 grammes de CO2 par page vue, voire beaucoup plus, si vraiment il y a zéro effort de fait. Qu'est-ce que ça représente pour 10 000 pages vues? Peut-être pas grand-chose, 100 kg par an de CO2. Quand on commence à avoir un site avec plus de visibilité, 100 000 pages vues, on commence à grimper vers la tonne de CO2 par an, toujours basé sur cette moyenne, hein, c'est-à-dire que si on a un site qui consomme beaucoup plus, eh ben, le résultat sera également beaucoup plus important. Et un site comme Amazon, alors on s'est concentré sur Amazon France parce que si on avait pris Amazon Monde, je pense que tout le monde aurait pris peur. On parle de 8280 tonnes de rejet de CO2 par an uniquement à travers leur plateforme digitale. Quand on parle de CO2, on ne sait pas trop ce que ça représente. Peut-être que ça peut vous aider, je vous laisse regarder, mais on n'est pas loin des 5000 allers-retours Paris-New York, pas loin de 1000 tours du monde en voiture. Donc il y a un réel impact et ça peut se traduire en impact physique et avec ces correspondances-là. Nous, notre rôle, c'est des petites actions,
Donc toutes les décisions qui vont être prises en phase de conception, d'architecture, de choix des éléments et des composants sur votre site, bah c'est elles, comme on l'a vu, qui vont faire la différence à grande échelle. Parce que quand on parle d'une page et de 0,8 grammes, bah, c'est pas grand chose. Mais quand on parle de plus de 40 millions de vues par mois sur un site comme Amazon, chaque petite action aura à la fin un grand impact. Quand on parle d'actions à mettre en œuvre, bien sûr, on va parler de Green IT. Malheureusement, je ne suis pas ni architecte ni DSI, donc ce ne sera pas le sujet du jour. Mais il faut quand même savoir que toute la partie hosting, hébergement représente 25% des émissions par rapport aux données que je vous ai données précédemment. Donc c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, on a des serveurs qui vont utiliser des panneaux solaires, un système de refroidissement beaucoup plus efficace à faible consommation d'eau, et on tend à la consommation zéro en circuit fermé avec des technologies que peut-être Philippe Audibert maîtrise mieux que moi si vous souhaitez approfondir le sujet. Et aussi réexploiter la chaleur de ces serveurs pour les injecter dans des réseaux de chaleur pour faire chauffer des piscines publiques par exemple, etc. C'est des choses qui sont mises en place. À notre échelle, design, ou celle de Fabrice sur la partie plus technique, notre objectif, ça va être de limiter le nombre de requêtes sur les sites, d'utiliser un maximum de cache, donc sans modération, d'avoir du chargement progressif, du lazy loading. Parenthèse dessus, on constate aujourd'hui dans les comportements utilisateurs, sur une page d'accueil, seulement 10 à 15% de maximum des gens vont jusqu'en pied de page, jusqu'au footer. Donc pourquoi charger toute la page? Finalement, on va consommer de l'énergie, on va venir afficher, appeler des requêtes, etc. pour seulement 10% des gens. Donc le chargement progressif, on le voit, peut avoir aussi un réel impact en fonction du nombre de vues et de visiteurs qu'on va avoir sur notre site. J'aime bien préciser ça, un site simple mais pas simpliste. Si on vise un score éco-index de 100 sur 100, il nous faut à peu près une page HTML sur fond noir avec un simple titre blanc écrit dessus. On visera peut-être le score parfait parce que c'est des critères quand même de scoring qui sont assez drastiques sur l'éco-conception. Donc, nous, tout est une question de curseur, et donc arriver à faire des parcours qui soient simples, mais qui permettent de refléter quand même l'identité des marques et les besoins des utilisateurs. Les assets lourds, je vais revenir dessus, ça c'est une évidence et c'est presque là où on aura le plus d'impact. Petite stat, aujourd'hui, la pollution numérique, le numérique représente 2,5% des émissions de CO2 totales en France. Ça, c'est une stat de 2023-2024. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, on a dû faire à peu près x10 ou x20, mais on en reparlera juste après. Si on va un peu dans le concret, malheureusement aujourd'hui, on n'a que quelques minutes pour vous présenter un petit peu tous ces sujets, donc on n'a pas le temps d'approfondir dans le détail, je vais passer un peu vite. Si on va dans le concret, pensez mobile first. On est déjà dans une approche vertueuse, puisque on va privilégier les utilisateurs. L'approche mobile first, c'est quoi? C'est essayer de rendre les parcours les plus fluides, les plus simples possibles, et s'affranchir des fonctionnalités inutiles sur les sites, pour rendre les interfaces les plus simples et efficaces pour améliorer la conversion. Donc c'est vertueux aussi avec l'éco-conception. Proposer pour proposer des thèmes dark ou light, c'est des choses qui se font de plus en plus, qu'on voit de plus en plus sur certaines plateformes, certaines applications, qui sont bons à peu près pour la planète, puisque tout ce qui va être noir réduit la consommation d'énergie sur vos écrans, aussi pour vos yeux, donc c'est vertueux aussi pour votre rétine, notamment le soir. Segmentation des contenus, en fait on revient un petit peu à la lourdeur des pages. Une page de 3 km, c'est long, c'est dissuasif aussi pour vos utilisateurs, ils ne vont pas retrouver les informations qu'ils souhaitent, et on va charger un maximum de choses et d'éléments dans une page qui ne sont pas nécessaires. Donc ici en termes d'UX et d'éco-conception, on aura tendance à segmenter un petit peu ces pages et ces parcours. Là, on va parler un petit peu plus des assets. Nous, on recommande en général 3 fontes maximum. On essaye de viser 2 pour pouvoir quand même avoir une identité, pouvoir contraster vos titres tout en ayant des textes éditoriaux qui soient facilement lisibles. L'optimisation des images. Et là, on commence à toucher du doigt aussi la frontière entre la partie de conception et la responsabilité des administrateurs de plateforme. Donc, vous, clients, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on aura beau compresser les images autant qu'on peut, et derrière, quand vous éditez les sites, etc., il faut rester quand même vigilant à ça. C'est pas rare qu'on ait des images de 4, 5 MO qui traînent sur certaines plateformes et qui viennent totalement plomber les efforts de performance et d'éco-conception. D'un point de vue UX, c'est également vertueux, vertueux pour l'utilisateur, vertueux pour la planète, j'en parlais tout à l'heure. Chaque page vue génère des émissions de CO2. L'objectif pour nous, concepteurs UX, ça va être de limiter les parcours et que votre cible puisse arriver le plus vite possible à son besoin, aux besoins qu'il a identifiés sur votre site. Donc en limitant sa recherche, en limitant le nombre de clics inutiles, donc en optimisant la navigation, les menus, la recherche, en lui donnant toutes les clés d'entrée, lui permettant d'arriver le plus vite possible à son objectif. Donc conversion, éco-conception. Limiter le poids des pages, on y revient un petit peu avec l'approche mobile first. On a tendance à vouloir toujours plus de fonctionnalités qui sont pas forcément utiles tout le temps ou alors qui ont parfois un intérêt secondaire sur nos plateformes digitales. Et nous, notre rôle, ça va être de les hiérarchiser avec vous de manière à vraiment focaliser l'utilisateur sur l'objectif afin de viser et d'améliorer la transformation. Donc, réduction de la performance, de la consommation, excusez-moi. Petit focus sur ce qu'on peut considérer comme du greenwashing. Donc, j'ai volontairement flouté les logos parce que je ne veux pas faire de name dropping, ce n'est pas du tout l'intérêt de mon intervention. Mais quand on parle de sujets qui sont qui deviennent un peu mainstream, qui sont à l'ordre du jour, dont tout le monde parle, etc., il y a un peu des pièges aussi. Et en fait, il suffit pas de faire un site vert pour le proclamer éco-conçu. Il suffit pas de dire que son site est éco-conçu pour qu'il soit éco-conçu. D'ailleurs, c'est une aberration sur son propre site d'avoir une page qui indique qu'il est éco-conçu, puisque cette page, on va la charger, elle utilise de la donnée, donc c'est presque un contresens. D'un point de vue agence aussi, parfois, encore une fois, pas de name dropping, donc j'espère que vous ne la reconnaîtrez pas. On va mettre en avant une stratégie, l'impact positif, page éco-conçue, et la finalité, c'est celle-ci, des scores relativement corrects sur l'impact carbone, mais sur l'éco-index, des scores qui sont pas top, avec des notes pour le premier inférieures à 50, et sur le second à peine dans la moyenne. À Data Solutions, on évite justement entre guillemets, le greenwashing. On parle pas beaucoup d'éco-conception parce qu'on l'intègre dans notre façon de travailler à travers la performance. Parce que pour nous, c'est vraiment l'approche essentielle. Qui dit performance dit réduction de poids, réduction des assets, rapidité d'affichage, donc aussi optimisation de l'expérience utilisateur. Et donc pour ce use case, on n'a jamais parlé d'éco-conception avec notre client, on a simplement visé un score de 100 sur 100 sur Lighthouse, donc avec des optimisations faites par Fabrice et ses équipes, pour arriver à un score proche du 65 sur 100 sur EcoIndex, qui est très bien. Si vous vous amusez un peu avec l'outil, vous verrez que c'est pas simple de monter au-dessus de 70, voire impossible, et 16 grammes d'émissions de CO2. Voilà. Donc, l'éco-conception, c'est un cercle vertueux. La performance, donc l'amélioration de la performance et des web core vitals, c'est l'amélioration du SEO. Réduire le nombre de fonctionnalités, c'est aussi renforcer l'accessibilité de votre site naturellement. Et ce qui nous intéresse tous, c'est que c'est un cercle vertueux qui nous emmène sur l'augmentation du taux de conversion. On a pris quelques use cases. Un AliExpress travaille la réduction de ses temps de chargement de 36%. Le constat et le résultat, c'est 10% de conversion globale, plus 27% de conversion chez les nouveaux clients. Rakuten 24, optimisation des core vitals, refonte fiche produit, optimisation avec une approche mobile first, 33% de conversion de plus sur mobile, 53% de revenus par visiteur en plus et une réduction proche des 80% du poids des pages sur mobile. Donc on voit un petit peu ce cercle vertueux, éco-conception, performance, conversion. Et eBay aussi avec toute une approche de réduction de leurs assets, une architecture orientée experience services avec des chargements progressifs, de la mise en cache
même sur des contenus personnalisés, a permis d'avoir des résultats extrêmement positifs. Donc on parle de tout ça. Aujourd'hui, l'éco-conception, ça devient un petit peu la norme. On le constate, nous, d'une manière très simple. C'est dans 80% des cahiers des charges qu'on reçoit, il y a ces demandes-là. En termes d'éco-conception, quelles sont vos approches, qu'est-ce que vous proposez, etc. Donc c'est une réelle demande, une réelle prise de conscience de nos clients, un réel besoin de pouvoir répondre à ces exigences. Que ce soit d'ailleurs au niveau conception ou même au niveau de nos éditeurs. On a parfois sur des gros appels d'offres des demandes extrêmement précises pour que les éditeurs de CMS avec lesquels on travaille, qu'ils soient e-commerce ou autres, nous donnent toutes les données en termes d'impact écologique qu'ont leurs solutions. Bah, tout ça, on va le balayer. L'IA rebat les cartes. L'IA est arrivée. Donc, nouvelle vague de pollution, bah, encore une fois invisible, dématérialisée, énorme volume de données traitées, des temps de calcul qui sont exponentiels et des outils qui sont très accessibles. Je pense que qui n'a pas utilisé d'IA aujourd'hui dans cette salle? Voilà, j'ai ma réponse. Environ personne. Donc l'IA, c'est différent parce que quand on va concevoir une plateforme digitale, nous, on a un petit peu la main, on a notre responsabilité. C'est-à-dire que, comme on l'a vu précédemment, on va travailler le poids des assets, on va réfléchir à toutes les choses à mettre en œuvre pour améliorer la performance, réduire l'impact. Mais l'IA, c'est une approche un peu différente. C'est-à-dire que c'est plus une responsabilité individuelle et comment chacun va venir l'utiliser. Pour se rendre compte, ChatGPT, ça consomme 10 fois plus d'énergie qu'une requête Google. Une image générée sur Midjourney, c'est une recharge complète de téléphone. Je regarde si certains sourient pour voir si vous avez été générateur de starter pack. Donc ça a vraiment des conséquences aussi extrêmement importantes sur la planète. On ne se rend pas compte, 700 millions d'images générées, environ 2,4 milliards de litres d'eau évaporés. Alors, par quel phénomène? Ben, avec l'utilisation des serveurs, notamment. Nous, notre objectif, du moins au niveau du studio Créa, et ensuite il y a toute une politique qui est mise en place au niveau de l'IA à Data Solutions, qui sera expliquée à travers d'autres ateliers aujourd'hui, et ben, c'est de former l'équipe aux usages. Avoir une certaine responsabilité, pouvoir bien préparer en amont plutôt que de, on va dire, de tester les outils, de générer des images, avoir un taux d'acceptabilité en première intention. On a déjà eu le cas où une image ne correspond à 90%, on en génère 50 autres pour viser les 100%, il n'y en a aucune qui va, on reprend la première. Bah, ce phénomène-là a un énorme impact et engage aussi notre responsabilité. Donc pour éviter ça, c'est avoir une connaissance fine des outils et de pouvoir utiliser la bonne IA pour la bonne solution. Aujourd'hui, il y en a tellement. Gemini, Sora, ChatGPT pour la génération d'images, je pense qu'il faut oublier. Midjourney, Runway pour la vidéo, Eleven Labs pour de la création de voix, etc. Donc il y a plein d'outils d'un point de vue créa qui sont spécialisés dans certains domaines qu'il faut connaître, parce que les rendus, les ghostings, les aberrations sont vraiment spécifiques à chacun des outils et nous évitent de générer des choses un petit peu inutilement. C'est pour ça qu'on aime bien mettre en avant l'approche IA and H comme human, c'est-à-dire apporter vraiment une touche de réflexion et de créativité dans tout ce qu'on va générer pour éviter les déchets, les ratés, les essais, les mauvais prompts, etc. Je te laisse la main. C'est mon tour? Ok, merci. Je te prends. Il me reste combien de temps pour détailler les 106 critères du référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité? Combien? 8? Ça va aller, on va faire vite. Comme vous n'êtes pas censé le savoir normalement, le 28 juin 2025, un changement dans la loi sur l'accessibilité numérique va s'opérer et une grande partie des e-commerçants, certainement pas mal d'entre vous, vont devoir vous mettre en conformité avec ce référentiel. Donc c'est une loi qui va concerner toutes les entreprises de plus de 10 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros.
Donc ça va concerner principalement les sites bancaires, de téléphonie, de e-commerce, de médias audiovisuels et de transport. Donc, petite blague à part, je ne vais pas vous référencer les 106 critères, mais globalement, je les ai catégorisés en 6 catégories. Donc, il y a 50% de ces critères qui sont liés à la sémantique HTML, c'est-à-dire à la structure et aux éléments HTML que vous allez utiliser sur votre site. Et près de 30% qui va être considéré dès la phase créative, donc la phase de design. Après, on a quelques pourcentages restants sur la partie multimédia, téléchargement, PDF ou encore comportement dynamique, ce qu'on appelle aussi toutes les parties composants complexes, c'est-à-dire les sliders, tous les scripts de ce type-là. Donc on va faire un léger focus sur la partie plutôt visuelle, puisque c'est le principe du jour. Donc les critères impactant le design, évidemment, c'est tout ce qui a la couleur. À titre d'exemple, un lien ne peut pas être représenté uniquement par sa couleur. C'est-à-dire qu'un lien sur un texte avec un texte rouge simplement n'est pas conforme RGA. Donc attention à toute cette partie-là. Les contrastes aussi sont extrêmement normés. Donc il faut le voir dès la conception, que ce soit avec des textes gras, non gras. On a des différences de contraste minimum à respecter. On a aussi beaucoup d'éléments liés à la présentation de l'information, donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis aussi quelques points de détail, mais non négligeables. On ne doit pas perdre d'informations sur les versions mobiles. On doit pouvoir designer l'ensemble des éléments et des composants complexes liés au formulaire. On doit prévoir aussi en design les mécanismes de compensation, ce qu'on appelle les mécanismes de compensation. C'est tous les éléments qui vont vous permettre de rendre un élément non accessible accessible. Par exemple, sur une map avec une liste de points ou de magasins, il va falloir lister l'ensemble des magasins d'une manière ou d'une autre accolés à cette map. Donc ça, c'est tout le travail de l'équipe de Lucas en design qui va vous proposer des solutions de ce type. Je disais que j'allais revenir sur la présentation de l'information. On en a déjà parlé avec Lucas, mais le contenu administrable, c'est la responsabilité du coup de l'éditeur. Et donc, attention à la manière dont les contenus sont rédigés. Vous avez des WYSIWYG, vous vous aidez d'outils tels que Elementor. Tous ces éléments-là génèrent de l'HTML. Cette génération d'HTML, elle n'est pas souvent utilisée à bon escient. Donc on a des éléments HTML qui vont malheureusement ne pas être compris par les lecteurs d'écran. Donc c'est tous ces éléments-là et cette structure que vous allez mettre en place via les éditeurs qu'il va falloir revoir nous de notre côté ensuite. Évitez les copier-coller Word, puisque c'est des éléments qui vont impacter aussi et qui vont ajouter du style spécifique à ces WYSIWYG. Évidemment, les alternatives aux images. Lorsque vous renseignez des images, toujours renseigner les champs associés à ces images. Et la production de no-code, low-code, puisque ces éléments-là sont démultipliés à travers les outils de création de sites ou alors de landing page tels que NBoons, par exemple, effectivement. Voilà, j'avais plus le nom en tête. Bon, qui dit responsabilité éditoriale dit aussi SEO. Donc, il y a également des critères qui sont à la fois bons pour l'accessibilité et bons pour le SEO. Donc, c'est très important de bien garder en tête, de structurer ses titres, de simplifier son contenu, de hiérarchiser ces éléments. Évidemment, éviter de renseigner des éléments en surcompensation par rapport aux éléments annoncés sur les images, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place. Il faut vraiment simplifier les contenus de manière à ce que vous puissiez avoir finalement une lecture d'écran, encore une fois, simple et efficace. Je vais faire un petit rappel rapide sur les obligations légales que vous allez avoir à partir du 28 juin 2025, parce que c'est ça qui est important. Il y a deux choses. Principalement, réaliser un audit. C'est la seule façon officielle que vous allez pouvoir avoir d'avoir une note qui permettra du coup de vous
de vous publier une déclaration d'accessibilité, de mettre en place évidemment un moyen de contact dédié pour les personnes en situation de handicap si vous n'êtes pas conforme, d'afficher un statut de conformité, donc partiellement conforme, non conforme, totalement conforme. À noter que totalement conforme, c'est 100% de la conformité sur les 106 critères sur toutes les pages, donc c'est très compliqué à atteindre. Et la publication d'un schéma pluriannuel et d'un plan d'action, c'est en fait votre engagement auprès de l'État et auprès des personnes en situation de handicap sur les années à venir pour rendre votre site accessible. Ces éléments-là sont obligatoires, quoi qu'il arrive, au 28 juin 2025. Et petite subtilité pour donc, les sites existants, vous avez 5 ans pour vous mettre en conformité grâce à ce plan d'action et ce schéma pluriannuel. Par contre, pour les nouveaux sites qui vont sortir à partir du mois de juillet, il faudra déjà être 100% conforme. Voilà, bonne chance à vous. Alors, on avait le choix... Pour rester dans le thème, entre la captation vidéo ou la clim, on a pris la vidéo. Il fait très chaud, il n'y a pas la clim aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des points à approfondir sur les 2 minutes qui nous restent? Est-ce que certains sont concernés par une mise... Ah pardon. Oui. J'ai une question sur l'accessibilité. Oui. Merci beaucoup. Évidemment, les 106 critères, c'est compliqué. Alors, je comprends la démarche de vouloir mettre une roadmap pluriannuelle, etc., etc., etc. On fait ça toute la journée, mais qu'est-ce qui est important? Par quoi il faut commencer? Par quoi il faut commencer? Par cette déclaration d'audit, parce que c'est ça, je comprends, c'est la norme. Voilà. Pour les individus, pour les utilisateurs, pour les... l'accessibilité, qu'est-ce qui est important dans les 106 critères et qui pourrait faire une différence pour les individus qui vont utiliser les sites? Principalement la navigation au clavier, parce que c'est principalement ces éléments-là qui vont être le plus utilisés. Après, on a toujours effectivement on va dire des points d'attention qui seront utilisés de manière très minime, comme les personnes qui vont utiliser les contacteurs au souffle ou des choses comme ça. Donc, moi, je dirais plutôt la partie sémantique HTML, parce que les navigateurs de base fournit un ensemble d'éléments déjà accessibles. Donc si on utilise bien la sémantique HTML sur les sites, on va avoir déjà une grande partie des éléments d'accessibilité qui seront déjà en place. C'est souvent une mauvaise utilisation de ces éléments-là qui vont malheureusement entraîner des mauvaises notes de conformité. Et puis oui, la navigation au clavier est un moyen de contact dédié très rapidement sur les sites, parce que c'est vraiment la priorité. Voilà. Donc à partir de janvier, du 28 juin, là, tous les nouveaux sites devront être 100% conformes. Donc les sites sur lesquels Data Solutions a travaillé ces derniers mois, ils seront 100% conformes. Est-ce que vous aviez toutes ces contraintes, vous les connaissiez? On connaît ces contraintes, mais ces contraintes, elles ont un coût. Et ces coûts, ils ne sont pas toujours assurés par le client. Donc nous, on met en place de toute façon, on a des personnes, donc tous nos développeurs quasiment sont formés en accessibilité, donc aussi bien sur la partie développement que sur la partie design. Donc tous les éléments sur la sémantique HTML, tous ces éléments-là sont mis en place nativement de notre côté, puisque c'est du bon sens technique. Voilà. Après, il y a des éléments inhérents au projet, notamment les éléments des outils externes. On va parler typiquement pour un site e-commerce, les modules de paiement, les modules de transporteur. Ces éléments-là, ils ne sont pas développés par Data Solutions et ils sont soumis quand même à l'accessibilité. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, par exemple, un module de transporteur qui n'est pas accessible, il peut plomber peut-être une vingtaine d'éléments, une vingtaine de critères accessibles. Cette vingtaine de critères accessibles, s'ils ne sont pas bons pour une page, ils ne sont pas bons pour toutes les pages. Donc on va très rapidement descendre en note en accessibilité. Donc on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, hein. C'est des choix techniques en amont qui doivent être faits et par le client et par Data Solutions. Et donc si ces éléments-là ils ne sont pas conformes, on ne pourra pas atteindre la conformité quoi qu'il arrive. Donc il y a une vraie remise en question à faire sur tous les outils externes et tous les widgets que vous allez utiliser sur le site.
Voilà. Et comme je le disais un petit peu avant, toute la partie éditoriale aussi est de la responsabilité du client. Donc cette partie éditoriale-là, il faut une vraie formation, je pense, pour les personnes concernées, afin de bien réaliser en fait ce qui est enseigné lorsqu'on enseigne un WYSIWYG. Voilà. Donc non, l'accessibilité 100%, on l'aura très probablement pas du fait de ces outils-là. Voilà. Mais dans tout ce qui est développé par Data Solutions, on intègre déjà les éléments d'accessibilité, évidemment.